Eh bien, bonjour à tous. Donc, il est 16h30. Écoutez, bienvenue bonjour et bienvenue dans ce webinaire qui est organisé par la commission cybersécurité de Numéum et dont le sujet est l'intelligence artificielle dans la cybersécurité. Donc, ce webinaire est le premier d'une série, Innovation dans la cybersécurité. Et juste pour rappel, la commission cybersécurité est ouverte à tous les adhérents qui souhaitent contribuer sur le sujet. Donc, l'objectif de ce webinaire est de comprendre en quoi l'IA est devenue une composante clé des outils de cybersécurité. On sait que l'ouverture du SI à l'extérieur, y compris le cloud, mais également l'explosion des menaces, nécessite de revoir la manière dont on se défend. Et bien sûr, ça nécessite de traiter de plus en plus de données. L'IA va permettre, entre autres, d'améliorer la détection, on va le voir, et d'ailleurs, de mieux extraire et de détecter les signaux faibles en analysant de manière rapide et manière automatique des flots de données. Donc, on sait que les analystes SOC, en fait, sont inondés d'alertes qui sont de plus en plus souvent, d'ailleurs, des faux positifs et que la corrélation entre les différentes alertes en provenance de plusieurs outils n'est pas immédiate. Donc, les solutions qui vont être basées sur du machine learning vont être capables d'analyser et de corréler les alertes pour réduire le nombre de faux positifs et en plus faciliter l'investigation en détaillant les scénarios d'attaque. L'IA va permettre également de déterminer des comportements suspects, par exemple, pour en déduire un profil de risque d'une identité avant de prendre une décision d'accès. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans les détails puisque pour traiter ce sujet, nous avons invité plusieurs intervenants, donc à la fois des grands éditeurs comme Microsoft et IBM, mais également des entreprises spécialisées, CyberAngel et Sekiot, pour nous faire part de leur vision d'experts. Et je laisse maintenant les personnes se présenter à travers un petit tour de table. Donc, on commence par Julia. Je vais commencer. Donc, Julia Oslan, je suis Product Marketing Director chez CyberAngel. OK. Thomas. Bonjour, Thomas Anglade. Donc, je suis responsable de la partie Data Science et Machine Learning chez Sekiot, qui est une société française qui fait de la cybersécurité pour le milieu industriel. OK. Cyril. Cyril Voisin, je suis le directeur sécurité de Microsoft MEA. Étienne. Étienne de Saint-Réville, moi je suis l'officier central de sécurité d'IBM France. Et enfin, Charles-Henri. Charles-Henri Matorel, je suis Data Protection Leader au sein de Devoteam. Donc très rapidement, l'agenda, donc un agenda qui se déploie sur 1 heure. Donc on va commencer par un bref panorama donc, qui sera présenté par Charles-Henri. Puis chaque entreprise va détailler comment elle met en œuvre l'IA dans ses propres solutions. Pour résoudre quel cas d'usage, quelles sont les éventuelles difficultés et comment elle imagine le futur de l'IA dans les solutions cyber. Alors, vous pouvez poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en cours de séance ou enfin dans le créneau des questions-réponses. Et maintenant, je laisse la parole à Charles-Henri pour le panorama. Merci Jean-Yves. Donc, tout d'abord, une petite introduction, un petit préambule autour de l'intelligence artificielle et son acception avec ces différentes évolutions qu'on a eues ces dernières années sur la compréhension de ce qui nous attend derrière ces deux lettres sibyllines. Donc, oui, faire aux machines ce que l'homme fait aujourd'hui mieux qu'elles, notamment s'adapter, apprendre, communiquer et interagir d'une manière riche et variée avec leur environnement. C'est clairement la promesse de l'intelligence artificielle sur laquelle on va pouvoir un petit peu plus s'attarder sur l'acception que l'on a derrière la cybersécurité associée à cette intelligence artificielle. Donc, les lois, les politiques, les outils, les dispositifs, les concepts, tout ce qui aujourd'hui va pouvoir converger vers la protection des personnes et des actifs informatiques, qu'ils soient matériels ou immatériels, comme ici noté, la notion de disponibilité, d'intégrité, d'authenticité ou encore de recherche de preuves ou de confidentialité sont les éléments majeurs derrière ce qu'on entend par cybersécurité, avec un contexte cyber qui va de constat de développement de la menace de manière quasi exponentielle. Ici, quelques chiffres assez symptomatiques de ce que l'on est tous en train de vivre autour du comité cybersécurité au sein de Numéum. Et je voulais terminer, avant de laisser la parole à CyberAngel, à Julia, sur un contexte particulier où la détection et la capacité à faire face aux attaques de demain, c'est-à-dire travailler sur l'anticipation,
est aujourd'hui clairement identifié comme étant l'objectif de l'intelligence artificielle avec ses différentes acceptions, qu'on parle de machine learning ou de deep learning. Ces éléments vont converger vers une initiative qui aujourd'hui se traduit par des financements spécifiquement dédiés à l'intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas que du machine learning autour de concepts fumeux. On va sur des éléments où là, on va sur de la computer vision, de la génération automatique d'applications, où l'ensemble de ces technologies que vous voyez ici présentées sur le slide en question, qui voient une approche particulièrement positive de la part des fonds d'investissement derrière ces concepts de l'intelligence artificielle, même si aujourd'hui, les retours qui nous en sont faits sont des retours qui sont relativement discrets. On est sur des éléments particulièrement confidentiels, d'où cette prise de parole particulièrement intéressante de la part des acteurs ici présents dans ce webinaire, puisque la parole autour de l'intelligence artificielle est rare. Et donc, je suis moi-même impatient de pouvoir les entendre et de voir comment Numéum va pouvoir accompagner ses adhérents derrière cette dynamique qui n'est pas prête de s'arrêter, cette implémentation de l'intelligence artificielle qu'on l'appelle machine learning, deep learning, au sein de vous tous, adhérents de Numéum. Donc, Julia, je te laisse la main. Bonne présentation et merci encore pour ta présence à ce webinaire. Merci beaucoup Charles-Henri et merci beaucoup au Numéum de m'avoir et de nous avoir en tant qu'équipe CyberAngel sur cette présentation. Au cours des prochaines minutes, je vais vous présenter un petit peu quel est le concept, comment on aborde le machine learning spécifiquement chez CyberAngel, pour quel usage, à quelle fin. Je vous présenterai également un use case sur un des derniers projets sur lequel notre équipe de Data Science a travaillé. Donc pour ceux qui ne connaissent pas CyberAngel, très rapidement, on a une spécialité d'aller détecter à l'extérieur du périmètre SI traditionnel des données qui sont exposées, des assets qui sont exposés. On se situe vraiment très en avant dans la kill chain, donc sur un rôle de prévention. Notre proposition, c'est vraiment d'aller détecter ce qui est exposé avant qu'il ne soit compromis. Donc, vous imaginez bien que dans ce contexte, la data science et le machine learning chez Cybelle est crucial, puisqu'on va aller scanner, chaque jour plusieurs milliards de points de données. On est sur un ordre de grandeur d'équivalent de 3 milliards de data. Alors ça a ses avantages. On fait de la data science depuis et du scan d'internet depuis 2015, donc on a l'avantage d'avoir des datasets qui sont massifs, qui donnent à nos équipes de data science tout l'historique nécessaire pour aller créer des sets d'entraînement qui sont pertinents. Mais ça veut aussi dire qu'on va avoir besoin du machine learning pour aller filtrer, précontextualiser les alertes qu'on va les détecter, puisque Cybelle, c'est pas uniquement des algorithmes, c'est aussi des équipes de cyberanalystes en interne qui vont aller traiter cette information et la rendre intelligible pour nos clients et préparer à la remédiation. L'autre contexte à avoir en tête quand on parle de data science chez Cybelle, qui est en lien avec ce que je précisais sur les analystes, il y a vraiment une boucle de feedback permanente entre ce que l'équipe data science va faire et nos équipes de cyberanalystes qui travaillent au contact du client au quotidien. On va utiliser le ML dans une certaine proportion pour aller soutenir le travail analyste, donc faire en sorte que les algos viennent imiter un comportement humain. Je vais vous montrer l'exemple dans quelques minutes. Donc, c'est important d'avoir cette boucle d'échange entre data science d'un côté et cyberanalyste de l'autre. Et troisième spécificité de la façon dont on aborde le ML chez Cybelle, c'est une approche qui est très spécialisée. Donc, on va aller créer des modèles, des algos qui sont custom en fonction d'un besoin, en fonction d'un pain spécifique sur le pipe. Vous donner une idée de ce que ça représente en termes d'optimisation. Sur les 3 dernières années, le volume d'alertes traitées quotidiennement par un analyste chez CyberAngel a été réduit de 100%, donc divisé par 2. On parlait d'alerte fatigue et de multiplicité des détections à gérer en introduction. C'est un cas d'usage qu'on va aller adresser avec nos algos. Donc, vous montrer un petit peu comment on utilise l'AI chez nous, avec une visibilité sur vraiment le pipe entre ce qu'on va aller détecter quand on scanne des serveurs connectés, quand on scanne
du cloud aussi, on va avoir ces milliards de détections et de documents par jour qui vont passer au travers de ces filtres successifs, avec à la fois un système de matching pour aller discarder, donc vraiment supprimer tout ce qui va être du faux positif, ce qui va être du vrai positif non critique. Il y a vraiment cette étape de filtre qui est placée, et on utilise aussi chez Cybelle le machine learning dans un deuxième objectif, en plus du filtre, qui va être de la pré-investigation et de la pré-contextualisation pour simplifier le travail de nos analystes in-house. Donc on va passer de ces milliards de fichiers à environ un rapport d'incident qui, lui, va être envoyé à notre client final via la plateforme. Donc il y a ces deux approches chez Cybelle. À nouveau, du filtering, s'assurer que nos analystes ne sont pas mis en contact avec ce qui n'est pas critique. Et par ailleurs, une précontextualisation. On va aller faire un premier score de criticité et de sévérité pour que nos analystes puissent se pencher sur ce critique en premier, et ensuite des éléments qui vont être remontés par le ML pour simplifier la contextualisation et l'investigation. Exemple d'un use case très récent, très spécifique. Chez Cybelle, on a un module qui va aller détecter l'exposition de credentials. L'exposition de credentials, on parle aussi bien de couples email, password. On va aussi parler de clés API, d'un certain nombre de credentials. Aujourd'hui, c'est un module, enfin avant les améliorations de ML, c'est un module qui rapportait énormément de bruit chez nos analystes. On perdait beaucoup en efficience par rapport à notre client final. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de bruit, ça prenait beaucoup de temps d'essayer de comprendre ce qui pouvait être critique, ce qui engendrait bien évidemment une fatigue très importante chez nos analystes et une complexité d'évaluation de la sévérité de la menace. Alors, ce que vous voyez sur l'écran, ça a l'air tout simple, c'est assez simple comme humain. Quand on voit la nature de la clé, de dire bah, ça c'est un email, c'est une clé API, c'est critique, c'est pas critique. En fait, tout le travail de notre équipe de data science, ça a été d'apprendre à un algo à se comporter comme un humain et donc à repérer ce qui était critique et ce qui n'était pas critique. Donc, à nouveau, la réponse technique grâce au ML, c'est des informations qui sont plus actionnables pour nos analystes parce qu'il y a déjà cette pré-contextualisation, cette pré-description de la nature du credential qui a été détecté, et également plus d'auto-junk, ce que j'ai expliqué plus précédemment, c'est-à-dire que un certain nombre de credentials qui n'arriveront même pas chez nos analystes puisqu'elles ont été éliminées avant d'arriver là. Dernier point, on se posait la question de, chez Cybelle Angel, comment est-ce qu'on envisage le futur du ML. Les scopes principaux de notre équipe de data science qui, aujourd'hui, on a une équipe de 6 personnes intégrées chez Cybelle. Les 3 scopes principaux de cette équipe, ça va être, comme je disais, de l'attribution, de l'identification de menaces et de la priorisation. On voit vraiment le ML comme étant un soutien et un complément à nos analystes en interne. Donc, on n'a pas vocation à remplacer nos analystes par les algos de ML, mais vraiment à simplifier leur travail. Pourquoi? Parce que le but derrière, c'est d'être capable d'alerter nos clients plus rapidement, puisqu'on se situe vraiment à nouveau très en amont de la kill chain, et être capable, quand on les alerte, de leur donner les informations nécessaires à la priorisation et ensuite à la remédiation. Encore une fois, merci beaucoup. Je vais vous pouvez poser les questions dans le chat, et sinon, je vais passer la main à Thomas, je pense. Oui, je crois que c'est mon tour, donc j'enchaîne. Merci. Donc du coup, oui, Thomas Anglade. Donc moi, je suis donc responsable de la partie data science chez SecIoT, et du coup là, l'idée c'est de prendre 10 minutes pour enchaîner. Toujours vous montrer comment est-ce que nous on utilise le machine learning et l'intelligence artificielle chez SecIoT. Donc très rapidement, SecIoT c'est une société française qui développe une solution, une sonde de détection, enfin une sonde qui vise à améliorer la cybersécurité sur les sites industriels de manière générale, qui sera placée dans des sites industriels et qui va collecter tout le trafic réseau qui passe dans ces sites industriels pour mieux l'utiliser d'un point de vue cyber en apportant les fonctionnalités
suivantes qui sont le fait de mieux cartographier ce qu'il y a dans le réseau industriel, d'identifier les vulnérabilités et de faire la partie qui nous intéresse, de la détection d'intrusion. Et cette détection d'intrusion-là, on l'a fait à la fois de manière conventionnelle, on va dire, et à la fois en y rajoutant du machine learning, qui est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc là, l'idée, c'est de vous parler, nous, de comment est-ce qu'on utilise le machine learning et le machine learning non supervisé en particulier pour faire de la détection d'anomalies sur la cybersécurité industrielle. Donc, analyser toutes les données qu'on peut voir passer dans un réseau industriel. Un réseau industriel, c'est un ensemble de machines et d'automates qui sont connectés entre eux et qui échangent pour opérer en fait le service industriel. Et de voir comment est-ce qu'on peut collecter et analyser toutes ces données-là et se servir du machine learning pour mieux détecter des comportements qui pourraient paraître anormaux et qui seraient les marqueurs de cyberattaque. Donc ça, c'est ce qu'on fait nous dans l'équipe Data Science. Du coup, pourquoi est-ce qu'on utilise des technologies d'IA? Parce que de manière générale, ça nous permet d'analyser et de synthétiser de manière plus simple des très gros volumes de données qui sont pas traitables de manière humaine. Et nous, l'idée, c'est vraiment de venir faire du machine learning. C'est ce que je mets dans la partie gauche du slide pour analyser de manière automatique des patterns temporels de la façon dont les communications dans le réseau industriel évoluent et d'automatiser en fait la détection d'anomalies dans ces communications. L'idée étant vraiment de dire, pour refaire le lien avec les faux positifs, on veut apporter une meilleure gestion des faux positifs pour finalement, avec une notion de probabilité statistique, être capable de pondérer un petit peu les événements et de mieux gérer la question des faux positifs et ne pas surcharger les opérateurs. L'idée étant vraiment de lier en fait des patterns comportementaux qu'on va voir dans les données à des techniques et des tactiques d'attaque en faisant le lien avec des référentiels de type MITRE-ATT&CK. Donc voilà, pour faire ça, voilà nos secteurs d'expertise, c'est vraiment ça. On travaille sur les principaux protocoles utilisés dans les industries aujourd'hui pour faire la détection d'intrusion. Nous, ce qu'on développe, c'est une expertise assez forte en machine learning temporel. On est en train à la fois vraiment sur des techniques de machine learning temporel, on va dire un peu standard, dont je vais parler juste après. Et puis après, sur la partie un peu plus théorique et académique, on travaille aussi sur le développement, on va dire, d'algorithmes de machine learning contextualisés, adaptés parfaitement à la cybersécurité. On est en train de faire des travaux de recherche sur ces sujets-là avec l'INRIA et la DGA pour développer des méthodes qui collent vraiment précisément aux problématiques d'analyse de graphes qu'on peut retrouver de manière générale en cybersécurité. Et on applique ces sujets-là au traitement principalement au secteur de l'énergie et du traitement des eaux. Alors, pour rentrer un peu donc dans le concret, nous on utilise deux types de machine learning. Le premier, c'est du machine learning temporel, c'est ce que vous voyez à gauche. L'idée étant de dire, je veux en fait suivre un réseau assez complexe dans le temps et être capable de détecter quand des choses anormales se produisent. Le machine learning temporel non supervisé, il me permet de faire ça, il me permet de suivre ce qu'on appelle des métriques qui traduisent le comportement du réseau. C'est ce qu'on voit en bleu là sur le schéma de gauche. Il me permet de suivre ces métriques-là dans le temps et finalement de me dire ce qui est bien dans les réseaux industriels, c'est que ces métriques-là, elles ont des comportements qui sont assez normés, assez structurés, et donc on va les regarder dans le temps. Et le machine learning, ce qui nous permet de faire, c'est d'apprendre en fait ce qu'on pourrait appeler comme des zones de tolérance finalement par rapport à ces métriques et d'être capable de dire quand le comportement qui est observé, il sort de la zone de tolérance pour lever une alerte qui sera enrichie et qui pourra donner lieu plus tard à un incident. Donc ça, c'est toute la partie temporelle qui nous permet de systématiser et d'automatiser le suivi temporel de la vie du réseau. Et après, la partie à droite, c'est la partie graphe. Donc là, l'idée, c'est d'aller encore plus loin et finalement de se dire, je veux vraiment suivre de manière temporelle tous les échanges entre toutes les communications du réseau que je vois finalement comme un objet mathématique qu'on appelle un graphe. Et ce graphe de communication, je veux analyser comment
il vit, comment il évolue dans le temps et potentiellement comment il se déforme quand j'ai des événements non prévus et des comportements anormaux, voire des cyberattaques. Voilà, donc sur la partie temporelle, rapidement, l'idée c'est vraiment ça, c'est se dire finalement je systématise du travail de surveillance grâce au machine learning. Je vais identifier avec chacun des clients avec lesquels je travaille, finalement toutes les métriques qui sont importantes pour surveiller la vie du réseau. Et puis dans une espèce de vision matricielle comme ça, je vais accumuler toutes ces métriques-là et je vais les suivre via du machine learning non supervisé dans le temps, calculer des zones de tolérance pour toutes ces métriques et puis les suivre à la fois individuellement et à la fois collectivement et puis mapper finalement les comportements anormaux que je peux avoir sur une ou plusieurs de ces métriques avec des tactiques et techniques et procédures de MITRE-ATT&CK qui est le référentiel de normalisation des cyberattaques pour ceux qui connaissent. Donc voilà, ça c'est pour la partie vraiment série temporelle, qu'on appelle série temporelle pour ceux qui ont un peu de connaissances sur cette partie machine learning. Et ensuite sur la partie graphe, donc oui j'ai vu la question, est-ce qu'il y a une période d'apprentissage? J'y répondrai un peu après, mais oui bien sûr il y a toujours une période d'apprentissage du comportement normal. L'idée étant de dire nous on regarde ce qui est normal, on apprend ce qui est normal et puis finalement une fois qu'on a fini d'apprendre la normalité, on détecte des déviances par rapport à cette normalité. Ce qui pose aussi plein de questions, mais on pourra en parler un peu après si besoin. Et donc par rapport à la partie graphe, cette fois-ci, l'idée c'est de se dire, moi ce que je veux, c'est j'ai un système qui est complexe, qui vit finalement avec énormément d'interactions, mais qui vit de manière assez structurée sur la partie industrielle. C'est ce que je mettais par exemple sur ce slide-là. Si on regarde des patterns de communication de certaines entités dans un réseau avec toutes les autres, sur la partie industrielle, on voit que c'est assez bien réglé dans le temps et c'est assez bien normé. Et donc finalement, ce qu'on a envie de faire, c'est d'apprendre ces normes de communication-là, la façon dont les entités communiquent les unes avec les autres. Et on veut apprendre ce comportement et voir comment il évolue dans le temps pour pouvoir détecter finalement des anomalies au niveau global, au niveau de tout le réseau et sur des périodes de temps assez longues pour aller détecter des attaques plus avancées que ce qu'on pourrait faire avec du machine learning temporel et pour aller détecter des attaques multi-étapes. Et c'est là où on arrive sur des sujets assez théoriques et des sujets de recherche de comment des outils mathématiques aujourd'hui de machine learning peuvent s'adapter à ces problématiques-là qui sont les problématiques qu'on a aujourd'hui sur la partie cyber. Donc voilà, très rapidement pour finir, pour vous montrer un peu un cas concret, ce qu'on peut avoir sur du graphe. Typiquement, ce qu'on voudrait voir, c'est ce genre de choses, c'est de se dire quelle est la structure un peu de communication entre toutes les entités dans un réseau en temps normal. Et finalement, je vais un peu dérouler ça comme ça dans le temps. Et la question, c'est de se dire comment est-ce que ce graphe-là, il se déforme dans le temps. Par exemple, ici, un exemple assez simple, j'ai un pattern de reconnaissance de ce qu'on appelle un scan de port, qui est un début d'attaque assez classique de reconnaissance de réseau. Et finalement, quand je le regarde d'un point de vue de mon graphe de communication, je vais le voir au moment où il va arriver et je veux que mon algorithme de machine learning, il ait appris cette capacité à dire que le graphe, il s'est déformé d'une manière qui me fait dire qu'il y a une cyberattaque et ici un scan de port et une reconnaissance du réseau par un attaquant, enfin une entité externe. Et puis, je continue à suivre ça dans le temps et je vais voir que mon graphe, il va continuer à vivre et finalement revenir à quelque chose de plus normal. Et l'idée, c'est d'être capable d'identifier les moments où, grâce au machine learning et grâce au machine learning de graphe, les moments où le graphe de communication dans l'ensemble se déforme de manière trop anormale et de regarder ça sur des périodes de temps assez longues. Voilà pour moi sur la partie un petit peu technique et donc pour conclure très rapidement pour pas dépasser les 10 minutes, nous pour demain, l'idée ça va être vraiment de développer des algorithmes de machine learning qui vont être
c'est ce qu'on appelle aujourd'hui human in the loop sur la partie machine learning. C'est vraiment de se dire finalement, le machine learning, il doit pas vivre tout seul, il doit prendre en compte les feedbacks des analystes, des experts métiers, et on doit créer ce qu'on appelle des feedback loops, c'est-à-dire des boucles de réapprentissage qui permettent d'intégrer en fait le comportement et l'expertise métier de mes experts dans mes algorithmes pour qu'ils viennent se nourrir de ces feedbacks et être dans une dynamique d'apprentissage continu pour gérer le fait que les réseaux industriels et de manière générale dans la cyber, les systèmes qu'on surveille vivent en continu et que l'algorithme doit s'adapter en continu à ces systèmes-là. Voilà pour moi. Je laisse la main. Je ne sais plus si c'est Cyril ou Étienne qui continue. Et puis, je suis disponible pour répondre aux questions sur l'apprentissage à la fin du cours. Merci Thomas. Et donc, je vais continuer. Donc, Cyril Voisin, si vous ne vous rappelez pas de mon nom tout à l'heure. Donc, je suis le team leader d'une équipe dite de Chief Security Advisor chez Microsoft EMEA. Alors, tout d'abord, je voulais vous parler un petit peu des investissements de Microsoft en matière d'apprentissage machine, le fameux ML, Machine Learning, dont on parle depuis tout à l'heure. Alors, le webinaire est intitulé Intelligence artificielle, mais vous le voyez, en fait, la réalité, c'est que c'est une branche de l'intelligence artificielle sur laquelle on se focalise tous en matière de sécurité. Donc, chez Microsoft, la sécurité, c'est un budget de 20 milliards sur les 5 prochaines années. Et un des piliers d'investissement, c'est véritablement le machine learning. Parce qu'en fait, il y a aujourd'hui de multiples enjeux dont on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Tout d'abord, il y a cette quantité astronomique de données. Et donc, il s'agit d'aller trouver l'aiguille dans la botte de foin, ou plutôt aller trouver l'attaque dans un data lake ou dans un océan de logs. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis, deuxièmement, c'est faire en sorte d'aider les analystes à réduire la fatigue liée à trop de sollicitations en faisant en sorte de pré-trier les choses, de les rassembler entre elles, donc les algorithmes de clustering typiquement pour ceux qui font du machine learning, pour pouvoir simplifier le travail et dire voilà, vous devez travailler sur cet incident-là et derrière en fait il y a plein d'autres éléments qui ont été regroupés les uns avec les autres. Alors au niveau de la recherche, on a publié des éléments qui indiquent, et c'est assez facile à comprendre, que il suffit pas de faire du machine learning pour être bon en sécurité. Il faut associer deux éléments, à la fois le machine learning en tant que tel, mais aussi une connaissance du domaine de la sécurité. Et c'est comme ça qu'on obtient la meilleure efficacité. Donc, c'est important d'avoir des scientifiques des données qui soient associés à des experts de la sécurité pour obtenir les meilleurs résultats. Alors, il y a 2-3 ans, j'avais posé la question et on utilisait chez Microsoft à peu près 60 algorithmes basés sur le machine learning dans la sécurité. Compte tenu des investissements qu'il y a eu, j'imagine que c'est bien au-delà, mais j'ai pas le dernier chiffre. Alors, je vous donne quelques exemples ici sur la droite. Tout d'abord, un algorithme qu'on appelle Fusion, dont je vais vous parler dans la prochaine diapositive, qui est utilisé dans nos solutions de protection contre les menaces. Deuxièmement, des détections qui sont faites dans notre cloud d'infrastructure Azure, comme par exemple détecter des logins SSH suspects, détecter des voyages impossibles. Donc là, je vous donne un exemple de résultat. Quand on faisait la méthode avec des règles de base en disant, voilà, si vous êtes à tel endroit et que vous êtes à plus de telle distance de tel autre endroit et que vous vous connectez avec une différence temporelle qui ne correspond pas au temps de voyage et que ce n'est pas un VPN, etc. Bon, voilà, c'est un voyage impossible. On avait 28% de faux positifs, donc ce qui est quand même assez mauvais. En passant sur le machine learning, on atteint maintenant 0,001%, donc c'est véritablement une amélioration énorme. Vous avez aussi une utilisation dans tout ce qui est antivirus de Microsoft Windows ou dans l'EDR, l'Endpoint Detection and Response Microsoft Defender for Endpoint, où les algorithmes qui tournent localement ne sont pas toujours en mesure de déterminer si quelque chose, par exemple une pièce jointe, un fichier, est malveillant ou malfaisant. Et donc va demander une seconde opinion à un back-end qui tourne dans le cloud, qui va faire tourner des algorithmes plus sophistiqués. Donc dans le cadre de l'EDR, à la fois un algorithme pour déterminer la sévérité potentiellement du fichier concerné, et un autre algorithme qui lui va venir renforcer le niveau d'agressivité pour se protéger en fonction de ce qui a été déterminé
par l'autre algorithme. Et donc, en combinant les deux, ça permet de faire des réactions de type protection contre des rançongiciels en se disant, bah voilà, là, on a quand même tout un faisceau d'indications qui indiquent que le risque est quand même assez élevé. Et donc, du coup, on doit se rendre plus agressif dans les capacités de blocage. Et dès qu'on va passer à un certain niveau, on va venir bloquer. Un autre exemple, c'est dans le CASB, qui a été renommé récemment en Defender for Cloud Apps, qui va, par exemple, combiner des choses, des séquences d'événements les uns avec les autres. Donc, par exemple, une authentification qui a l'air d'être une anomalie suivie d'une mise en place de règles de transfert de boîte aux lettres, où on obtient, avec du machine learning, contrairement à des règles traditionnelles, 95% de vrais positifs. Et puis, il y a d'autres choses autour du comportement des utilisateurs, du comportement des machines, du comportement des réseaux ou de la détection de la fraude interne. Et bien entendu, le machine learning, c'est quelque chose, un investissement de l'entreprise qui est au-delà de la sécurité, hein, qui touche tous les pans de la société, mais aussi des choses qui sont à la frange de la sécurité, comme par exemple la classification des données, où on peut venir entraîner des classificateurs, je ne sais pas comment on dit, classifiers en anglais, pour automatiquement venir étiqueter et chiffrer les données qui sont considérées comme sensibles. Alors, je vous donne ce fameux exemple sur Fusion, donc qui est utilisé dans nos technologies de type XDR et SIEM, Microsoft Defender et Azure Sentinel. Donc, vous voyez, on part sur la gauche ici avec tout un tas de sources de logs, que ce soit sur l'identité, la collaboration, éventuellement de l'identité, cloud, de l'infrastructure, de la posture, des pare-feux et ainsi de suite. Là, on parle de milliards d'événements potentiellement. Ces différentes technologies, elles peuvent nous donner des alertes elles-mêmes. Et ça peut utiliser du machine learning. Mais c'est pas là où Fusion en fait travaille. Lui, il va venir récupérer ces différentes anomalies et il va commencer à travailler dessus en disant, ben voilà, ça c'est un utilisateur, ça c'est une machine, ça c'est un document, et ainsi de suite. Et il va commencer à établir des graphes, ce dont parlait tout à l'heure Thomas. Donc cette notion de détection d'une attaque à multi-étapes, en venant dire, ben voilà, cet événement a une probabilité d'être la suite de tel autre événement. Et donc faire tous ces graphes les uns avec les autres, venir ensuite les réanalyser avec un autre algorithme qui va venir regarder quels sont les plus importants et obtenir ainsi des incidents dits de haute fidélité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si vous avez rencontré 1000 cas de choses qui étaient potentiellement malfaisants, on va, grâce au nettoyage qui va être fait, obtenir à peu près 300 alertes dans un premier temps. Ces 300 alertes, c'est beaucoup trop de volume pour un analyste. L'algorithme Fusion va passer sur ces 300 alertes, va les regrouper et en faire par exemple 40 incidents en disant c'est 40 en fait attaques différentes. Et après, potentiellement avec de l'automatisation qui elle-même peut utiliser du machine learning, on va descendre à 10 incidents que les analystes humains vont devoir utiliser. Et là, j'insiste sur le message qu'a déjà donné tout à l'heure Julia et quelque part un petit peu Thomas. Le but n'est pas d'éliminer les humains, n'est pas de remplacer les humains, c'est vraiment d'augmenter la capacité des humains à utiliser leur jugement et leurs compétences. Alors, un autre exemple, c'est l'exemple dans notre SIEM natif dans le cloud qui s'appelle Microsoft Sentinel. Donc, le but, c'est de collecter tous les logs qui viennent de l'entreprise et puis d'aller faire des corrélations. Alors, les corrélations, traditionnellement, c'est une requête dans une base type Data Lake pour essayer de dire si j'ai tel élément, tel autre élément, là, du coup, j'ai une alerte. Et potentiellement, après, je regroupe ces alertes pour faire un incident. L'idée ici, c'est de dire il faut du machine learning à différentes étapes pour pouvoir simplifier la vie des analystes. Et donc, vous voyez en bas à droite un petit peu cette possibilité de placer le curseur où on veut en fonction de sa compétence en machine learning. Donc, sur la gauche, vous voyez le côté opérateur de sécurité qui va venir utiliser du machine learning tel qu'il est fourni. Donc, détection d'anomalies de comportement, possibilité d'utiliser Fusion donc pour regrouper différentes alertes en certains incidents. Deuxièmement, il y a la partie personnalisation du machine learning. Donc là, c'est pour les analystes de sécurité qui vont venir faire ce qu'indiquait tout à l'heure Thomas sur ces notions de boucle de réapprentissage. Donc, pouvoir dire, ah, attention, là, c'était une détection qui était incorrecte ou dans notre contexte, ce truc-là, ça nous intéresse pas. Par exemple, venir mettre des seuils différents, venir dire, moi, j'aimerais bien qu'on exclue ces fichiers-là des analyses que le modèle de machine learning fournit ou j'aimerais qu'on rajoute cela. Donc, vraiment venir
tuner le machine learning qui a été fourni, mais ne pas le prendre tel quel. Et puis enfin, vous avez le BYOML, donc Build Your Own ML, c'est-à-dire que vous allez créer votre propre algorithme de machine learning sur la base des données et des entités, des features qui sont disponibles directement dans le data lake du SIEM. Et donc, grâce à ça, en fait, vous pouvez commencer en étant un utilisateur, ensuite en étant quelqu'un qui adapte, ou voire même en étant un fournisseur vous-même de solutions de machine learning dans la solution de SIEM. Pour ce qui est du futur, en fait, je voulais mentionner 2 points différents. Premièrement, les recherches que nous avons effectuées, nous avons beaucoup publié sur le sujet qui est le adversarial ML. Donc ça, c'est l'apprentissage machine qui est pollué par des attaquants. C'est-à-dire que l'attaquant sait que vous utilisez un algorithme de machine learning, donc il va vous fournir des données biaisées qui ne sont pas de vraies attaques, de façon à venir emmener le machine learning sur une reconnaissance de motifs qui est incorrecte, de telle sorte que l'attaque future puisse passer sans être détectée. Donc ça, c'est extrêmement important de ne pas se retrouver avec des, entre guillemets, des données pourries pour faire l'apprentissage, notamment quand on est sur de l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire qu'on sait ça c'est bon, ça c'est pas bon, ou quand on est parfois dans de l'apprentissage non supervisé, on va se retrouver à regrouper des données entre elles qui en fait n'auraient pas dû l'être. Et deuxièmement, deuxième axe de développement, c'est ce qu'on appelle le machine learning privé. L'idée, c'est de faire en sorte de pouvoir entraîner un algorithme de machine learning sur des données, mais qui ne sont jamais en clair, à part dans le processeur où on fait l'apprentissage, de telle sorte que, par exemple, c'est ce qu'on utilise par exemple pour faire de la détection de cancer, on ne peut pas partager les données de santé facilement. On les chiffre et on utilise des enclaves sécurisées dites de confidential computing. On peut imaginer de faire la même chose pour de la sécurité dans le futur, parce que la plupart des environnements sensibles aiment bien dire il faut s'adapter à mon environnement, mais je ne veux pas partager mes données de manière centralisée. Donc, peut-être que c'est un moyen de voir dans le futur une plus grande expansion du machine learning. Et avec ça, je vais passer la parole maintenant au prochain intervenant, Étienne. Oui, bonjour, Étienne de Serreville. Voilà, donc moi je vais vous présenter un panorama de l'utilisation de l'intelligence artificielle au profit de la cybersécurité. Donc nous avons un certain nombre de produits qui sont utilisés dans la cybersécurité, et pour ceci, on utilise la boîte à outils Watson. Alors comme vous le voyez sur le slide, il y a en fait Watson est une boîte à outils dans laquelle il y a un certain nombre de fonctions, dont le machine learning est la principale pour utiliser dans nos solutions, mais pour autant, il y a quand même d'autres fonctions qui sont utilisées aussi dans nos solutions. Alors, par exemple, je prends le premier cas, donc dans notre outil de GRC qui s'appelle OpenPages. Là, on utilise Watson pour faire du Driving Risk Management. Donc ça, c'est par exemple la première vignette à droite. Et donc là, l'idée est d'utiliser par exemple un corpus documentaire qui est en multilingue, dans plusieurs langues. Et donc à ce moment-là, on va utiliser des fonctions de Watson qui sont le search, le discovery, donc c'est-à-dire la capacité à aller fouiller des données tant juste en traitement de texte ou alors en traitement de texte sémantique. Donc c'est-à-dire que au-delà des mots en tant que tels, ça va être le sens des phrases qui va être recherché, et aussi en multilingue. Donc il y a aussi dans cette boîte à outils Watson une capacité à faire de la traduction et donc à rechercher dans différents langages les concepts recherchés. Voilà, donc typiquement, donc le premier message, ça va être de dire oui, l'intelligence artificielle, il y a du machine learning, mais pas que, il y a aussi d'autres fonctions qui peuvent être utilisées dans les produits de sécurité. Donc je vais parler aussi d'orchestration, donc là c'est le deuxième produit, donc typiquement avec QRadar, qui est le SIEM qui est utilisé chez IBM. Eh bien, nous avons donc une capacité, donc là c'est un service, ce n'est pas une solution, une capacité d'aide à l'investigation pour l'efficacité des SOC analystes. Et donc dans ces cas-là, donc ça va être la deuxième vignette à droite. Donc là, on va utiliser de Watson les possibilités de rechercher dans des corpus documentaires, dans des corpus documentaires privés ou alors directement sur les corpus accessibles par Internet pour rechercher du contenu et puis faire aussi la qualification des informations qui sont remontées, typiquement avec des niveaux de pertinence. On va utiliser aussi de l'orchestration. Donc, quand on a, par exemple,
dans les roadbooks pour préparer la réponse à incident, donc dans les SOC, eh bien le Watson va proposer avec son module d'orchestration qui travaille sur la répétitivité des tâches, donc organiser les tâches au mieux suivant le type d'attaque et pour pouvoir proposer une réponse la plus adaptée. Il y a aussi une dernière fonction que l'on utilise de Watson typiquement dans cet agent pour les SOC analystes, qui va être toute la fabrication des modèles. Donc en fait là, ça va être du traitement de big data qui va essayer de classifier les données et fabriquer des modèles d'attaque, les fameux TTP, et donc fabriquer donc une proposition de modèle d'attaque pour pouvoir voir jusqu'où va aller une attaque qui est détectée. Ensuite, voilà, donc on a ensuite du machine learning qui est utilisé dans d'autres solutions. Donc la troisième solution là, sur le slide qui va être tout ce qui concerne l'orchestration du traitement des incidents et puis la gestion des CTI. Donc là, c'est notre solution qui est Cloud Pak for Security et on va utiliser le machine learning pour le coup pour faire du traitement des incidents au sens, voilà, donc contextualisation de l'incident, traitement des sévérités, des statuts, des incidents types. Et puis, on va faire aussi du threat investigator. Donc là, ça va être le machine learning qui va être utilisé comme pour la précédente solution, pour aller rechercher la contextualisation des menaces et dans le cadre de l'incident, pour le traiter au mieux. Est-ce qu'il a déjà été perçu? Est-ce qu'il y a déjà eu des papers qui ont été écrits sur le sujet, etc. Dans le sujet de l'IAM, donc du SIAM, donc là aussi, on a du profiling qui est fait avec de l'intelligence artificielle. Donc là, encore une fois, on utilise tant du machine learning que l'on va utiliser aussi du search pour pouvoir retrouver des profils types d'utilisateurs et qui vont comme ça permettre de sélectionner un utilisateur suivant le profil qu'il va avoir et des actions qu'il va mener. Eh bien, est-ce qu'on va lui donner un accès à un SaaS ou pas, ou à un cloud en général? Dernier groupe de solutions qui utilisent de l'intelligence artificielle dans notre portefeuille, c'est tout ce qui concerne la sécurité des données. Donc, il y a toute la gamme Guardium qui va permettre de faire de la gestion des droits fins, des gestion des accès. Et donc là, on va utiliser du machine learning pour évaluer des connexions. Est-ce qu'elles sont conformes, non conformes, trusted, untrusted? Est-ce que l'on définir des profils d'utilisateurs? Donc, typiquement, le grand classique, ça va être des utilisateurs qui ont des comportements qui ne sont pas habituels. Et donc là, le machine learning va permettre d'apprendre sur les comportements usuels et puis comme ça détecter les cas particuliers. Voilà. Et puis sur le Guardium Insight, qui est la capacité de trouver des événements atypiques, de donner des scores. Et encore une fois, là, ça va être le machine learning qui va être utilisé. Donc voilà, notre point de vue, nous, sur le futur, ça va être d'utiliser les capacités dans l'entièreté de ce que propose l'intelligence artificielle, donc le machine learning, mais pas que, aussi l'orchestration, la traduction automatique, la discovery, le big data, etc., et en faire bénéficier les solutions de sécurité au profit de la cybersécurité en général. Voilà pour un panorama rapide sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les solutions de sécurité d'IBM. Maintenant, j'en ai fini sur cette présentation panorama. Donc maintenant, on en est au niveau des questions-réponses. Donc, est-ce que vous avez des questions? Alors peut-être que Thomas, on avait une question sur la période d'apprentissage. Est-ce que Thomas, tu veux revenir sur le sujet, par exemple? Oui. Pour approfondir. Vous m'entendez, c'est bon? Oui, je t'en prie, oui. Ouais. Oui, on peut revenir sur le sujet, sur la période d'apprentissage. C'est la partie vraiment la plus intéressante et la plus épineuse, on va dire, sur la cybersécurité, parce que finalement, on est dans un cadre où les réseaux les systèmes qu'on surveille de manière générale en cybersécurité sont dynamiques, c'est-à-dire qu'ils changent beaucoup. En général, quand on fait du machine learning dans d'autres secteurs, on fait par exemple de la reconnaissance d'image ou de la conduite autonome, une application, on apprend sur un jeu de données qui est ce qu'on appelle le jeu d'apprentissage et normalement, ce qui va être vu par l'algorithme une fois qu'il sort de la période d'apprentissage, ça ne doit pas trop différer de ce qu'il a vu
pendant l'apprentissage. En cybersécurité, la complexité elle vient du fait que le réseau, en général, le système cyber, il évolue beaucoup et il change tout le temps. Et donc, on doit forcément faire une période d'apprentissage parce que il y a vraiment une connaissance à accumuler par les algorithmes pour dire voilà le comportement, que ce soit supervisé, non supervisé, et pour n'importe quelle des méthodes dont on a parlé ici, il y a un apprentissage quand même initial qui est nécessaire pour se faire une bonne représentation du phénomène qu'on cherche à modéliser. Après, on peut pas se dire, une fois que l'apprentissage est fini, on ne fait que faire de la prédiction. On est obligé de continuer à voir comment le système évolue et d'intégrer plus ou moins en continu les modifications du système dans le comportement normal appris par l'algorithme. Mais dans tous les cas, on est bien sûr toujours sur une période d'apprentissage. On peut pas donner de durée de dire il faut apprendre 1 heure ou 1 semaine ou 2 semaines. Dans l'idéal, il faudrait apprendre le plus longtemps possible. Ça dépend beaucoup des cycles qu'on a dans les données. Si on est dans un système cyber où finalement au bout d'1 heure on a vu à peu près tout ce qui peut se passer, par exemple une usine très basique, une chaîne de production très très basique, peut-être qu'en 1 heure on aura vu l'ensemble des comportements normaux, alors que finalement dans un système informatique d'une grande entreprise, on aurait besoin de 6 mois pour capter l'ensemble des comportements parce qu'on a des jours fériés, des nuits, des week-ends, des périodes de maintenance, des mises à jour, etc., etc. Mais on a vraiment cette notion de cycle. Il faut apprendre et voir un petit peu tous les cycles qu'on peut constater dans les données avant d'être capable de faire une prédiction qui soit solide, quoi, on va dire. Moi, j'avais des questions. Donc, excusez-moi, Étienne, j'avais des questions pour Thomas. Et donc, en fait, deux. Une première, c'est est-ce qu'en fait, vous analysez principalement les flux réseau, ou uniquement les flux réseau? Et une deuxième qui était finalement, c'est quelles sont les spécificités de l'IoT, je dirais, par rapport à d'autres systèmes de détection où effectivement, dans un SI, on va travailler sur des notions d'utilisateurs, on va récupérer des informations sur les pare-feux, etc. Donc, des sources très hétérogènes. Et est-ce que justement, il y a des spécificités au niveau de l'IoT? Ouais, merci, c'est une bonne question. Alors oui, pour la première partie, je réponds assez rapidement parce que oui, on est vraiment principalement sur les flux réseau. Après, on va intégrer aussi d'autres choses, mais on est vraiment principalement sur les flux réseau et sur le comportement de manière générale dans le réseau. Et ensuite, après, dans la partie industrielle, qui englobe finalement l'industrie, on va dire standard, et puis l'industrie de type IoT. Dans la partie industrielle, il y a pas mal de spécificités. On est aussi sur une logique du EBA, c'est-à-dire d'analyse des entités comme sur la partie IT. C'est-à-dire que dans l'IT, finalement, les entités, ça peut être des utilisateurs. Dans l'industriel et l'IoT, les entités, en général, c'est pas des utilisateurs, mais c'est plutôt des machines qui travaillent et qui échangent dans les réseaux. Mais finalement, du point de vue de la modélisation, ça revient à peu près au même. Et après, les spécificités, elles sont, j'en parlais rapidement tout à l'heure, le fait que les communications sont en général plus normées que dans l'IT classique. On n'a pas des gens on n'a pas beaucoup d'humains derrière les machines qui peuvent faire tout un tas d'actions, qui peuvent télécharger des gros volumes de données, échanger la donnée quand ils le souhaitent, etc., etc. Les choses sont plus normées, donc ça se prête très très bien au machine learning, qui est quand même un peu plus dur à faire dans l'IT. Donc ça, c'est une des spécificités. Et l'autre spécificité, c'est que on travaille avec ce qu'on appelle des protocoles industriels qui sont vraiment spécifiques aux différents secteurs d'activité et aux différents types d'applications sur lesquelles on travaille. Et ces protocoles industriels-là, ils définissent un petit peu la manière dont les données sont échangées dans les réseaux industriels. Et ils ont aussi une particularité qui est que certains et même une bonne partie d'entre eux sont cryptés. C'est-à-dire qu'en général, on ne voit pas nécessairement en clair la donnée qui passe dans la communication. Donc, on a aussi toute une problématique un peu de reverse engineering et de décryptage de l'information
qui peut apparaître dans ces problématiques-là, surtout quand on va toucher à des choses qui sont assez sensibles. Il y a beaucoup de sur des applications industrielles sensibles, il y a beaucoup d'entreprises ou de fournisseurs de sécurité qui développent leurs propres protocoles et qui sont cryptés. Et la question avec le machine learning, c'est comment est-ce que finalement je peux faire de la détection comportementale sur des choses que je ne vois pas en clair, mais que je vois en crypté. Et pour le coup, j'ai pas forcément besoin de les décrypter pour analyser les comportements qui sont à l'intérieur. Donc ça, c'est tout un petit panel des problématiques et des questions spécifiques qu'on traite sur la partie industrielle. Très bien, merci. Merci Thomas. Donc, nous n'avons pas d'autres questions dans le chat. Peut-être que Julia, Cyril ou Charles-Henri, vous voulez compléter vos présentations de quelques points. C'est le moment, n'hésitez pas. Ou des messages à passer ou des rendez-vous. Alors, moi, je recommanderais un livre. Il faut que je retrouve la référence. Là, je vais la taper dans la partie chat. Mais il y a un livre très intéressant d'un spécialiste de l'intelligence artificielle qui est chinois et qui explique que le futur de l'économie, c'est l'intelligence artificielle et que ça va se jouer entre les États-Unis et la Chine. Donc là, on a vu qu'on avait des acteurs locaux. Je pense que c'est le moment de se battre et de se réveiller et que ça s'appliquera pas seulement à de la sécurité, hein, bien entendu, ça s'appliquera à plein de sujets, mais dans la sécurité, c'est devenu quelque chose qui pour moi est indispensable. On peut pas gérer la quantité de données et de logs et d'alertes de manière humaine, de manière réaliste. Et donc, j'invite tout le monde à vraiment se pencher sur le sujet, que ce soit en tant qu'utilisateur ou en tant que faiseur, parce que c'est véritablement important. Merci Cyril pour cette information. Effectivement, si tu peux mettre le titre de ton ouvrage dans le chat, ça serait formidable. Julia, tu voulais peut-être compléter quelque chose? Je vois que tu as allumé ta caméra. Oui, non, rien à compléter. Je pense qu'on est tous alignés en tant qu'acteurs locaux, effectivement, comme Cyril le mentionnait. Ce que je trouve fascinant, c'est de voir qu'on est autant d'acteurs à se poser des questions connexes, à aborder le sujet du ML de façon très complémentaire. J'espère que ça va aussi amener à des projets plus transverses dans le futur et que les équipes data science d'un vendor à l'autre vont aussi pouvoir collaborer ensemble pour grandir dans le futur. Mais ça nous plaît bien ce que tu dis, Julia, parce que chez Numéum, on est justement là pour travailler tous ensemble. Donc, le message est passé, c'est noté. Donc, appel à la coopération pour travailler ensemble. C'est une très bonne idée. Charles-Henri, tu veux compléter? Oui, un petit point qui précise les éléments qu'on avait vus sur la partie investissement lié à l'intelligence artificielle sur le panorama mondial. Hein. Il y avait un point qui était assez intéressant sur une notion d'immaturité technologique hein, qui était quand même quelque chose qui ressortait à hauteur d'un pourcentage, on était un petit peu plus de 40%, qui expliquait que l'essentiel des développements associés à l'IA sont encore en cours, entre guillemets, ou que leur adoption est encore en phase précoce, encore une fois, phase précoce, entre guillemets, et qu'on a donc une marge de progression particulièrement importante. Et comme si c'était rappelé à l'instant avec la Chine versus les États-Unis et que la bataille est en cours, c'est important de voir également qu'il ne faut pas manquer le train. Et il faut vite monter dans le wagon pour pouvoir adresser ces sujets-là et rester dans la course et rester compétitif. Donc, encore une fois, pour les adhérents de Numéum, je pense que c'est très important d'avoir l'IA comme étant un point essentiel hein, sur lequel il faut se prononcer, il faut avoir une stratégie, il faut avoir de l'ambition et il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer. Plein d'outils sont à disposition et plein d'acteurs sont là pour pouvoir collaborer ensemble. Et je pense que Numéum peut largement contribuer justement à cette émulation. Merci Charles-Henri pour cette conclusion. Peut-être qu'Émilie veut dire un petit mot, Émilie de Numéum, justement pour conclure ce webinaire. Oui, déjà merci à tous, merci aux intervenants, merci aux participants.
Et pour vous dire qu'on vous enverra le replay de ce webinaire pour que vous puissiez le re-regarder. Et puis tous ceux qui n'ont pas pu participer et qui avaient des contraintes puissent aussi en prendre connaissance. Et puis on aura la suite du cycle de ces webinaires sur l'innovation dans la cybersécurité, voilà, qu'on est en train de préparer pour 2022. Eh bien, merci à tous pour votre participation, très enrichissante. Bien, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt pour une autre édition webinaire cybersécurité de Numéum. Merci, à bientôt. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.